Mercredi 20 octobre. Le vent s'est levé. Un vent chaud. Un vent de pleine lune peut-être ? Oui, aujourd'hui ou ce soir, allez savoir. C'est pleine lune. Pleine lune en bélier. Ça vous fait une belle jambe, hein ? Oui, parce que la pleine lune se trouve toujours dans le signe opposé au signe dans lequel on est. Là, on est en balance. Bah oui, octobre, balance. Et le signe opposé, eh bien, c'est bélier. Ne me demandez pas pourquoi, c'est de la mécanique céleste. C'est-à-dire, c'est du... Vous voyez ? Il suffit de regarder, je sais pas moi, le modèle hélio-géocentrique... Géo-héliocentrique de... Voilà que je m'y mets moi aussi. De Tycho Brahe. Je sais pas. Si on arrive à appliquer son esprit suffisamment pour comprendre de quoi il retourne, je me demande si on met le doigt sur des incohérences. Parce que les astrologues, ils ont des tables, donc ils peuvent calculer, c'est-à-dire prévoir. Donc s'ils peuvent prévoir, c'est que c'est bien rangé, c'est bien ordonné. Oui, tout ça, c'est des cycles qui se télescopent. Un cycle de temps avec un cycle de temps avec un cycle de temps dans un même temps linéaire. Donc un cycle, mettons, de 7 semaines avec un cycle de 9 ans, avec un cycle de 3 jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, tout ça, c'est des engrenages. Ça peut être représenté par un engrenage parce que c'est un engrenage. Que ce soit dans un seul ou dans plusieurs plans ne change rien. Mais oui, parce que si vous regardez, un plan c'est 2 dimensions, on va dire longueur, largeur. Et puis vous prenez un autre plan parallèle, longueur, largeur, donc ils sont parallèles. Mais vous faites pivoter l'un des deux, poum, c'est toujours un plan en 2 dimensions et il se retrouve coupé l'autre, l'écliptique ça s'appelle. Et là on a un effet de 3 dimensions. Si vous faites pivoter continuellement ce deuxième plan, il va décrire, ces points vont décrire un cercle dans le plan perpendiculaire au plan. Je sais, c'est pas très clair comme ça sans image, mais ce plan, si vous le faites pivoter autour d'un axe, ça vous donne quelque chose comme un cylindre. Et si vous le faites pivoter dans plusieurs sens à la fois autour du même axe, ça vous donne une sphère. La sphère est une modélisation de l'espace, d'un espace en 2 dimensions. Encore que bien sûr, on peut dire et voir les choses autrement, et ma vision n'est pas vraiment celle-là. Ma vision est encore plus radicale que ça, mais je la laisse pour plus tard. En tout cas, une sphère, c'est une modélisation de l'espace, autour d'un axe. Un axe virtuel, d'ailleurs, ça peut être Polaris, alors ça tourne dans un seul sens, dans un seul plan. C'est-à-dire un engrenage avec un axe dans un plan à 2 dimensions, c'est pas comme un horizon artificiel là sur les avions. Horizon artificiel, ça me fait penser à anus artificiel, c'est pas joyeux. Mais l'horizon artificiel, c'est une... Comment ça s'appelle ? Ça porte un nom ce truc, non ? Peut-être notre pilote d'airplane nous dira ce que c'est. C'est voilà, ça m'échappe, mais qu'importe. Donc c'est une sphère qui est à niveau, toujours à niveau. La sphère est à niveau dans son support qui, lui, n'est pas forcément à niveau, vous voyez ? Je m'égare une fois de plus. Le ciel semble à la fois bas et haut. Il y a des nuages gris, pas très denses, mais en couches, en nappes. Et derrière, on voit des échancrures de ciel plus clairs. Et il y a ce vent chaud, le vent du sud, on dirait. Le vent du sud est toujours chaud, et le vent chaud, c'est le vent du sud, vent d'orage, vent de perturbation. Oui, ça ne s'entend peut-être pas, mais si, je suis énervée. Comme d'habitude, je suis énervée. Il est question de physiologie du mouvement. J'ai lu 2 livres qui sont censés m'apporter un soulagement si je pratique les exercices proposés. Et une fois de plus, ce que je vois, c'est un déni total de la mécanique fondamentale du corps, qui est la chaîne postérieure, comme moteur principal du corps. Et il s'agirait encore de nous muscler le dos. Putain! Nos dos sont tellement contracturés qu'il n'y a plus la place pour ouvrir quoi que ce soit par devant, mais il faudrait encore se muscler devant et se muscler derrière, c'est un contresens. Donc ça m'énerve et il vaut mieux que j'en parle un autre jour, ce n'était pas au programme de toute façon. Ce qui est au programme aujourd'hui, c'est... Je ne sais pas dans quel sens je vais prendre la chose, mais il est temps que vous me connaissiez un petit peu mieux. Souvent, je me dis que je devrais pas trop livrer d'informations, qu'elles soient personnelles ou géographiques, parce que c'est pas tellement que j'ai peur ou que ces informations puissent être
utilisé contre moi ou contre nous, parce que de toute façon, ces informations circulent déjà. À partir du moment où je me sers de quelque canal que ce soit pour communiquer quoi que ce soit à qui que ce soit, nous sommes virtuellement et informationnellement sous surveillance. C'est plutôt, encore une fois, une question de consentement. Tous ces gens qui ont mis toute leur vie sur les réseaux sociaux, il faudrait vraiment que je trouve une autre façon de le dire, mais dans les tuyaux en tout cas, avec les photos, les dates, les heures, avec qui, quoi, les émotions, tout ça, ça nourrit vraiment la bête. De toute façon, quoi que nous fassions, nous nourrissons la bête. Et c'est un équilibre assez difficile. Là, en ce moment, ce que je fais, de livrer publiquement mon petit ego en demande d'admiration à vos oreilles avides ou agacées, eh bien, c'est pas quelque chose de très glorieux. Mais en même temps, ça nous fait du bien. Ben oui, mais ce qui nous fait du bien est pas toujours très élevé. Alors comme dit, faut faire ci, centre-toi en 432, surveille ton langage impeccable, allez vous faire foutre, avec tout mon amour, c'est sérieux, hein, puisque nous existons à plusieurs niveaux simultanés. J'ai beaucoup d'amour pour vous et je reçois l'intention qui est derrière vos conseils, mais pas vos conseils. Vos conseils, vous pouvez vous les garder avec tout l'amour du monde. Pratiquez ce que vous croyez juste pour vous et nous verrons sur la ligne d'arrivée qui a mieux compris que son voisin. Parce que la vie est une démarche non linéaire et dès qu'on croit avoir compris quelque chose, vous voulez que je vous dise, c'est qu'on est encore un peu trop jeune. Oui, parce qu'il y en a des charmants jeunes gens, non, je citerai personne, hein, franchement, mais qui se donnent à voir parce qu'ils ont réussi, tout leur réussi. L'univers, la vie répond à leurs demandes, tout ça. Oui, non, mais ça, très bien. Mais vous croyez que moi, j'ai jamais vécu un truc comme ça? Que parce que je vous fais part de mes états d'âme, c'est que j'ai raté ma vie de bout en bout et que je n'ai jamais eu de moment de grâce? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on s'engage dans un chemin de vérité, il faut comprendre qu'on va se casser la gueule aussi. Je veux dire, il y a les miracles, et il y a les traversées du désert. Et ceux qui se donnent en exemple parce que eux, tout ce qui leur arrive est magnifique, pardonnez-moi, mais je n'arrive pas à les croire. Soit ils ne disent pas tout, soit ils ne voient pas leurs propres problèmes, soit ils sont assez malins pour faire les compromis qui leur permettent de conserver une haute image d'eux-mêmes parce que tout leur réussit. Et pour que tout leur réussisse, il faut faire quelques petits compromis, qui ne seraient pas les compromis que quelqu'un d'autre ferait, par exemple. Quand on s'engage dans un chemin d'authenticité envers soi-même, c'est une démarche secrète, personnelle. On sait qu'on va rencontrer les obstacles constamment, parce que ces obstacles nous apprennent la force. Ben oui, la force pour les dépasser. Mais c'est exactement la même chose dans le sport. Si vous voulez progresser, ou vous muscler, ou augmenter vos performances, bon, le sport, on reparlera du sport s'il le faut, mais bon, c'est pas ma valeur, franchement. L'effort, oui, mais le sport, c'est du n'importe quoi. Tous les sportifs sont blessés à 30 ans, donc il y a un problème avec le sport. Réveillez-vous, les amis. Mais bon, pour prendre cet exemple, si vous voulez progresser corporellement, disons même sans parler de sport, vous allez vous confronter à des difficultés, à des choses que vous ne pouvez pas encore faire. Donc quand vous apprenez quelque chose de nouveau ou que vous prenez un truc trop gros pour vous, en apparence vous vous cassez la gueule, vous n'y arrivez pas. Donc si vous avez un peu de sagesse, vous vous réjouissez en vous disant « Ah, enfin un nouveau défi ». Quand celui-là sera en passe d'être résolu, le suivant viendra et je me trouverai émotionnellement en légère difficulté. Mais c'est ça. Parce que si vous n'êtes jamais en légère difficulté émotionnelle ou en grave difficulté émotionnelle, c'est que vous vous racontez des histoires. Oui, j'ai quelqu'un en tête en pensant à ça. J'ai quelqu'un en tête. Il y en a plein des quelqu'un qui se donnent en exemple de ça va bien pour eux. Vous savez, ces belles jeunes femmes avec le regard clair qui sont souvent médiums ou qui font des trucs extraordinaires et qui, par pure générosité, se donnent en exemple à vous. Enfin, elles le disent pas comme ça. Mais je me dis, mais attends juste un peu, quoi. Attends un peu. Elle est dans la phase ascendante. Tout lui réussit, elle est jeune, elle est belle, tout le monde la veut, elle a un chéri, tout ça, et elle n'a pas encore d'enfant ou elle va en avoir, et puis tout d'un coup ça commence à se casser la gueule, parce que 2-3 ans c'est mignon, mais après quand ça commence l'adolescence, on déchante. On déchante et puis on est plus fatigué, et puis on a quelques cycles derrière soi, c'est-à-dire des cycles d'amplification, avec le chéri, avec le boulot, avec la société, avec l'entourage. Mais oui, parce que quand tout est neuf, c'est vachement facile. Tu débarques dans un endroit, tout le monde t'aime.
Comment tu lances des trucs, tout le monde t'aime. Mais après, faut tenir la route. Dit la voiture en passant. Et ça, c'est une autre paire de manches. La vie, elle se charge de nous rabattre notre caquet. Quand on pense avoir un peu trop réussi et un peu trop tôt et un peu trop vite. Alors bien sûr, d'un autre côté, il y a les vieux cons et les vieilles connettes, tu verras quand tu auras mon âge, les vieux aigris qui ont jamais rien foutu et qui veulent vous décourager de tout. Mais il y a un juste milieu entre ces deux choses-là. Entre la vieille bique qui a tout raté, et qui a raté tous les trains, quoi, et qui a tout collé sur le dos de son mari ou de ses voisins ou de son patron, et la jeune conne ou le jeune con qui s'imagine qu'il va bouffer tout le monde tout cru. Mais ouais, mais tout ça... Enfin, en général, d'ailleurs, le jeune con, la jeune conne qui va bouffer tout le monde tout cru se retrouve vieille bique, vieux con, donc bon. Mais il existe une autre voie. Celle-ci, elle est quand même plus exigeante. Elle exigerait que nous fermions notre gueule un peu plus souvent. Chose que, hélas, j'avoue, je ne fais pas. J'étais pas partie là-dessus. J'étais pas du tout partie là-dessus. Je voulais juste vous raconter, eh bien, par comparaison à l'expérience que je vis actuellement d'un logement en campagne, mais pas isolé et pas en pleine nature, comme je l'aurais souhaité, et dans un hameau avec des voisins discrets et pour la plupart charmants, à part le plus immédiat qui est... Il m'embête pas lui, mais il est assez sévère, très sévère. Ouh là 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 là. Mais bon, puisqu'il est alcoolo, tout s'excuse. Enfin, ça s'excuse pas, mais ça s'explique. Eh bien, par contraste, j'ai vécu un bon peu de ces 10-15 dernières années dans un contexte assez sauvage, je dirais. Non, je ne vivais pas toute seule dans la forêt avec une peau de bête et un arc, non. Mais je vivais, oui, en lisière de forêt, assez près des habitations d'un côté et complètement regardant vers les bois de l'autre, dans un pré où je n'avais aucune commodité. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Pas d'eau courante, ça a été pénible parce que ça voulait dire pas d'eau du tout pendant une partie de l'année. Très, très compliqué, en fait, pour boire, pour se laver, pour faire la lessive et tout le reste. Mais c'était quelque chose que je connaissais déjà. Enfin, sauf que là, il y avait ni rivière, ni robinet à proximité, donc les étés ont été compliqués. Et il m'a fallu parfois déserter les lieux pendant quelque temps, pour aller vivre ailleurs, simplement pour avoir de l'eau, puisque nos chers voisins ne se souciaient pas trop de notre bien-être, puisque c'était notre choix, n'est-ce pas ? Pas de ne pas avoir l'eau, mais d'être là, et de mener cette vie simple. À plusieurs reprises, je me suis trouvée au cours de ces années dans des lieux un peu divers, mais où il n'y avait pas l'eau et pas l'électricité. Et c'était un choix, ça a été un choix. Je vais collectionner quelques petits souvenirs décousus, peut-être juste pour vous donner quelques images qui peut-être résonneront en vous, peut-être elles vont résonner en toi, peut-être elles vont appeler des souvenirs qui ne sont pas de cette vie, une sorte de nostalgie, et peut-être que pour toi, un autre toi, ce sera différent, ça ne te fera pas rêver du tout, mais ça appellera, oui, ces images, un petit peu exotiques peut-être, qui te feront certainement encore mieux apprécier le confort dont tu jouis, même s'il est relatif. Il y avait cette maison qui était inhabitée quasiment depuis l'année de ma naissance. Par recoupement, on a retrouvé ça. L'arbre mairie, 777 mètres de haut. Enfin, l'arbre mairie, peut-être pas exactement, mais dans les 700 mètres. C'était frais. Il faisait assez frais. Une petite maison comme ça, dans laquelle il n'y avait jamais eu un tuyau, ni d'eau, ni d'électricité. Oui, je sais, on ne dit pas tuyau, on dit fil, mais qu'importe, des fois c'est dans des tuyaux de plastoc. Il n'y avait rien. C'était des murs de chaux, du mortier de chaux, avec un enduit de chaux. Oui, donc pas de ciment. À part bien sûr les raccords qui sont toujours des raccords des années 50, 60, ils ont commencé à tout faire au ciment. Ça bloque les fonds, ça bloque les murs, ça bloque tout. Mais en tout cas, ces enduits de chaux permettaient simplement de faire un petit badigeon de chaux qui adhérait. Bah oui, la chaux rentre en affinité avec la chaux. Et nous avons juste abattu une cloison, enfin deux parce que c'était une, celle de l'escalier, pour faire une chambre palière. C'est pas très grand, hein.
C'est pas très grand, mais c'était lumineux. Il y avait du coup 3 fenêtres qui illuminaient cette pièce, 2 d'un côté, une de l'autre. C'était très agréable. Vraiment, cette pièce était très belle, d'autant que cette maison, nous l'avons très peu meublée quand nous y vivions ensemble, mon compagnon et moi. Il y avait 2 pièces qui étaient vides, l'une au-dessus de l'autre. L'une était vraiment vide, celle au premier, éclairée d'une fenêtre. Une ou 2? Non, une. Et c'était un dojo. Un dojo, c'est un lieu de pratique. Donc il y avait un tapis roulé qu'on déroulait au moment où on allait faire notre méditation zazen, c'est-à-dire notre moment assis dans le calme. Voilà. Pas de méditation fleurie avec des ohms, des bols, de la grande lumière blanche ou des trucs comme ça. Juste un moment assis dans le calme à regarder l'agitation de son propre esprit. Toujours très inconfortable, mais ô combien salutaire. Et il n'y avait rien dans cette pièce qui put nous distraire de cet exercice. Une fois qu'on avait fini, on se levait, toujours en silence. On pratiquait quelques petits mouvements, serait beaucoup dire, quelques petits statismes corporels conscients, choisis avec soin. Voilà, des choses d'équilibre, élongation du quadriceps, des conneries. Bon, bref, toujours pratiquer à 2. Hein, c'était vachement pratique, justement, de pratiquer à 2. Parce qu'il y a des mouvements qui se font à l'aide de l'autre, quand l'autre tient votre jambe ou sert d'appui. C'était très très bien. Ça faisait un peu comme une danse. Donc c'était plutôt pour prolonger le mouvement. Le mouvement. Prolonger le moment. Et puis on roulait le tapis, toujours en silence. Et il était convenu que nous entrions dans cette pièce en silence, que nous en sortions en silence. C'est très sain comme habitude d'avoir des moments de pur silence. Donc cette pièce vide, cette pièce qui n'était pas encombrée, figurait symboliquement, mais en un sens réellement aussi, un endroit de vacuité dans notre esprit et dans notre vie. Un endroit qui n'est pas encombré. Un endroit de toi-même, de ton logement, de ton véhicule, de ton espace de vie, de ton moment de vie, de ton temps de conscience qui n'est pas encombré. Où il est si facile d'aller faire le ménage parce qu'un coup de balai dans une pièce où il n'y a rien, c'est quand même assez vite fait. Et c'est presque un plaisir. C'est un plaisir. N'était le tapis roulé, bien sûr. Les autres pièces n'étaient quasiment pas davantage meublées. Il y avait un lit futon, bas, et il n'y avait pas de meubles. Il y avait une grande corbeille, une panière, qui contenait des draps. Où est cette panière? Je l'ai plus, curieux. Et puis, pas au niveau du lit, il y avait rien, mais un peu plus loin, vers les fenêtres et au niveau de la panière, il y avait dans un renfoncement assez opportun, renfoncement léger de la profondeur d'une planche, et bien justement, il y avait 3 planches que nous avions pendues sur des cordes. Oui, il n'y avait pas de meubles, on n'avait pas percé le mur, bah oui, on n'avait pas d'outils, pas d'outils pour ça, mais je crois que c'était pendu dans la poutre, des cordes, et 3 étagères, 3 planches étagères, sur lesquelles il y avait nos vêtements. Autant dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Le tout recouvert de petits morceaux de drap blanc pour éviter la poussière. Et c'était tout. Je crois qu'il n'y avait pas grand-chose de plus dans cette chambre. Si, bien sûr, il y avait un petit banc bas, tout petit, avec la bougie et sa boîte d'allumettes au chevet du lit. Ça, je peux vous dire que c'est reposant, les amis. C'est reposant. Ça, c'était l'étage. Alors, bien sûr, il y avait un grenier avec quelques rangements, bien sûr. Notamment nos réserves dans des cantines de métal. Et puis en bas, il y avait la cuisine. Et il y avait une autre pièce sous le dojo qui n'était pas meublée, mais qui servait de réserve aussi. Enfin, elle était très vide, cette pièce aussi. C'était reposant. C'était un lieu reposant. C'est vrai, hein? Il y avait un poêle, il y avait une table. Est-ce qu'il y avait une table? Je sais même plus s'il y avait une table. On vivait surtout au sol. Je crois il y avait une table au pied coupé, donc on était toujours au sol. Bien que au sol, c'était un peu difficile parce qu'il faisait froid au sol. Mais bon, nous étions beaucoup au sol, dehors, avec notre fourneau d'extérieur, pour faire à manger. Le fourneau d'extérieur se trouvait juste à l'entrée. Hein, il suffisait de pousser la porte et c'était joli parce que devant, c'était des lauses. C'était pas un pavé, cette maison, elle était au milieu de nulle part, en bordure de la voie ferrée qui va de, je sais pas, Ussel à Montluçon, un truc comme ça. Enfin,
désaffecté bien sûr depuis fort longtemps. Au milieu de nulle part, au milieu des prairies, et d'un bois qui depuis a été rasé. Ah bah c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Hein. Et nous avions vu sur ce pré avec un léger dévers, donc de la vue, et puis après du bocage, des petites parcelles entourées de grands arbres. Ah ça c'est beau, on se sent protégé là. Et voilà, à quelques mètres, à 3-4 mètres devant la porte, il y avait ce petit fourneau, et puis des petites banquettes taillées dans la pierre, taillées dans la terre, enfin creusées, petites banquettes basses avec des pierres dessus pour pas se mouiller les fesses dans la terre, bien sûr, où nous pouvions surveiller le dîner et puis manger, notre écuelle dans la main, nos baguettes dans l'autre. C'était d'une simplicité vraiment biblique, ou saint-ponienne. Connaissez Saint-Pons? Saint-Pons de Thomières. C'est entre Mazamet et Bédarieux. C'est dans tu vois bien, c'est dans l'Hérault, quoi. Oui, à la limite du Tarn et de l'Hérault. Et en fait, ils ont découvert là, alors c'est préhistorique. Donc oui, je sais, tu vas te marrer. Il y a un petit musée, un truc de fou. Le musée, alors c'est Saint-Pons, comme ils ont trouvé à Saint-Pons, c'est Saint-Pons. Et ils ont appelé, non pas les Saint-Ponsiens, mais les Saint-Poniens. Alors je crois que les habitants de Saint-Pons, c'est les Saint-Ponsais, ou je sais pas, Saint-Ponais, ou je sais pas quoi. Et là, c'est les Saint-Poniens. Bah oui, Saint-Ponien. Bah oui, il faut toujours, faut qu'il y ait une différence entre les choses pour qu'on comprenne. Et il y a un petit musée tout petit, et on voit des poteries vernissées avec des décors. Ah, tu dis, mais ils sont pas si besogneux que ça finalement. Donc, puis il faisait cuire sous la cendre. Donc il y a un fourneau qui va dans les braises, il faisait cuire la cuisson lente. Enfin, ça c'est ce qu'il nous raconte. Mais il est probable que des tas de peuplades primitives ont fait comme ça. Et primitives, ça veut dire qu'ils font appel aux techniques primitives. Et c'était vraiment joli. Le petit coin repas des Saint-Poniens, bah c'est sûr, faut s'y prévoir à l'avance. Mais bon, mon arrière-grand-mère, elle se levait à 5 heures du mat pour faire le pain et cuire tout pour la maisonnée. Elle cuisinait au charbon et ça s'allume pas comme ça avec la vitrocéramique comme maintenant. Il n'y avait pas de bouilloire, hein. Donc il fallait aussi s'y prendre à l'avance. Alors il t'expliquait aussi dans la grotte miraculeuse de Saint-Pons, qui est dans le parc, donc ils vivaient dans les grottes, les mecs, ils voyaient rien, mais c'est pas grave. Et ils avaient une grande jarre comme ça, et ils récupéraient de l'eau qui suintait de la paroi. Alors de l'eau, je te dis pas pure, hein, double plus, mais goutte à goutte. Donc les mecs, ils avaient de la suite dans les idées. Mais à cette époque-là, le temps durait longtemps. Ouais, on dirait le sud un peu, quoi. Hein, bah oui, forcément, Saint-Pons de Thomières, c'est le sud. En tout cas, c'était joli. Et il y avait aussi, on en reparlera une autre fois, je les retrouverai, ceux-là, les stèles. Ah oui, parce qu'il y a des stèles. Les Saint-Poniens, ils ont des petits personnages bizarres comme ça. C'est les seuls à faire ça. Bon, ça pourrait faire penser à l'île de Pâques ou aux conneries comme ça, mais non, c'est Saint-Ponien, tu vois, donc faut pas tout mélanger. Et ils ont le pendentif poignard, ou je sais pas, un truc, on sait même pas ce que c'est. C'est comme un couteau, mais sans manche et avec un trou. Un couteau-trou. Bah oui, ça fait un peu penser à Monsieur, Madame, tout en un, hein. Mais je referai quelques petites recherches. C'est un mystère, les chercheurs ne savent pas ce que c'est. Donc bon, t'as compris, il y a encore une anguille sous roche. En tout cas, pourquoi je parlais des Saint-Poniens? Parce que nous avons vécu comme ça, même pas très loin de Saint-Pons, à la Saint-Ponienne, une petite poterie pour faire pas pour faire à manger. J'ai pas jamais fait à manger dans les poteries. Nous avions de petites casseroles enfumées et des petites poêles. Oui, parce que ça enfume beaucoup de cuire sur le feu nu. Ah oui, ça, tu mets pas les doigts dessus, hein, c'est tout noir. Nous faisions à manger comme ça, sur une forme de poêle fusée, mais beaucoup plus simple, hein, le fourneau pakistanais. Il y a juste un petit dénivelé entre l'endroit où tu mets tes brindilles et l'endroit où sort la flamme. Un petit coude qui n'a pas besoin d'être fermé. Hein, tu peux juste creuser ça dans un petit dénivelé du terrain, un petit accident de terrain où tu fais un monticule et puis tu creuses un peu. Il faut pas que la terre soit sablonneuse, hein, il faut qu'elle soit suffisamment argileuse pour que ça tienne. Et le courant d'air prend ce petit effet de cheminée, même si devant ce n'est pas fermé, tu comprends? Même si c'est comme un petit toboggan, même si ce n'est pas fermé, ça conduit l'air, c'est magique. Bah oui, c'est quelque chose que j'ai appris comme ça au cours de mes vies sur la route.
Le vent se lève. Le vent se lève. Ça fait un moment qu'il se lève. Des rafales. Donc une petite écuelle chacun, une paire de baguettes et un bol. Ça fait pas beaucoup de vaisselle. Et quand on n'a pas d'eau, c'est quand même bien pratique. D'ailleurs, quand on se sert toujours de la même chose, vous savez, on n'a pas besoin de laver cette chose. Si on fait 3 repas par jour dans le même bol, il n'y a pas vraiment besoin de le nettoyer. Surtout si tu manges des légumes. Mais avant, la marmite. Vous savez ce que c'est qu'une marmite? C'est pas un faitout, c'est un truc rond avec 3 pieds. Mon ami Jean-Claude, qui était vraiment de l'ancien monde, d'un monde qui a disparu, et Jean-Claude lui-même est parti avec ce monde qui a disparu. Il disait, non, pour moi, une marmite, ça a 3 pieds. Oui, une marmite, ça a 3 pieds. C'est comme la marmite de sorcière, là. C'est un truc avec un cul rond, 3 pieds, un couvercle, bien sûr. Généralement, c'est en fonte, une marmite. Et il y a une anse pour accrocher la marmite sur la crémaillère. La crémaillère sert à monter et descendre la marmite au-dessus du feu. Quand le feu est vif, on remonte. Quand il n'y a plus que des braises, on redescend. Et cette marmite qui servait à faire la soupe et à peu près tout ce qu'on mangeait n'était jamais lavée. Mais oui, parce qu'une fois qu'on avait fini de manger, les personnes en charge du repas, donc les femmes, recommençaient immédiatement à cuisiner. C'est-à-dire qu'elles laissaient tomber dedans tous les légumes et ingrédients qui allaient constituer le prochain repas. Donc, c'est aussi grâce à ça que tout avait du goût, n'est-ce pas? Quand on recommence à zéro, ça a un goût de flotte, comme disait un de mes amis. Mais oui, ça a juste le goût des aliments, mais ça n'a pas ce goût de mijoter. Surtout pour ceux qui mangent toujours de façon traditionnelle, donc de la viande. Le goût d'un plat, d'un ragoût, se développe avec le temps. Ma mère, elle faisait à manger le soir, après le dîner. Elle faisait à manger, et comme c'était ce qu'on appelle chez nous des tagines, donc des ragoûts, pas le tagine, ce que vous imaginez avec les raisins, les machins. Non, tagine, ça veut dire ragoût. Donc ragoût, c'était toujours un peu la même base. L'idée, c'est que les premiers ingrédients sont un peu revenus dans l'huile, dorés. Et puis après, on met un peu d'eau et on couvre et on laisse mijoter tout doux. Donc elle faisait ça, elle laissait mijoter sur le gaz avec un diffuseur. Oui, parce que sa grand-mère, elle cuisinait, comme j'ai dit, au charbon. Donc c'était une cuisson braisée, ce qu'on appelle braisée, c'est-à-dire cuit longtemps. Donc elle faisait ça, et donc ça passait la nuit, comme ça au cellier, ce qu'on appelait le cellier, c'était le garage en fait, partie intermédiaire entre le garage et la cuisine. Donc c'était pas enterré, c'était pas vraiment au frais, mais c'était pas chauffé. Donc c'était pas au frais, c'était pas au frigidaire. Et le lendemain, c'était réchauffé. Et c'était par exemple pour le repas du soir, puisque le repas de midi en général, la famille n'était pas là, c'est la cantine et le truc comme ça. Donc il y avait le repas du soir qui était prêt et qui était réchauffé. Donc c'était toujours bon et goûteux. Ma mère était extrêmement organisée parce que dans son enfance, elle avait vu ça. Elle venait de l'ancien monde, du monde où on compte avec le temps pour faire les choses. Rien n'est instantané. Allumer un feu n'est pas instantané. Cuire le dîner n'est pas instantané. S'organiser pour les tâches ménagères n'est pas instantané. Non, ma mère faisait la lessive à la machine, mais ma grand-mère, par goût personnel, continuait à la faire à la main. Même les draps. Et quand nous étions adolescents, c'est elle qui nous avait en charge, mon frère et moi. Mais elle préférait. Elle préférait faire la lessive à la main. Marrant, En appartement. Bon, il y avait une baignoire, ça aidait, mais pencher sur une baignoire, faut y aller. Pour une petite bonne femme qui est toute nerveuse et qui a mal partout, vous voyez qu'en fait, c'est pas décisif. Notre condition physique n'est pas vraiment décisive dans le choix de la vie que nous voulons. Si quelque chose a du sens, nous le ferons. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont mal au dos, d'être trop longtemps assis ou de conduire, continuent leur travail. Parce qu'il faut rapporter le salaire pour pouvoir continuer à payer le loyer ou les traites de la maison, parce que c'est un choix. Parce que ce choix de vie prime sur le bien-être corporel. Donc quand on nous dit que les gens avant avaient une vie difficile et physiquement difficile, je dis c'est faux. Elle était difficile, oui, mais ces gens-là n'étaient pas forcément plus abîmés que vous ne l'êtes.
parce qu'ils n'avaient pas fait du sport qui leur a bousillé les ligaments et les articulations. Ils se ménageaient, ces gens-là, parce qu'ils savaient qu'ils devraient compter sur leur propre force toute leur vie, la plupart d'entre eux, surtout dans les campagnes. On nous met toujours en avant des contre-exemples foireux, genre comment les gens ils se cassaient la patte, comment ils se tuaient, tout ça, comme si on se tuait pas aujourd'hui, comme si la chirurgie ne faisait que des miracles, mais c'est pas vrai. Ça c'est ce qu'on dit après l'opération, mais 2 ans après, 10 ans après, 35 ans après, ça s'est vraiment remis? En général non. Les problèmes ils apparaissent avec un petit délai aussi. Et tout ce que nous faisons aussi, qui nous ramollit complètement le corps, de jamais aussi être dans le froid, de jamais nous laver à l'eau froide par exemple, de ne pas pouvoir le faire, de ne pas savoir porter correctement les choses, d'être toujours en voiture, de s'éviter tous les efforts, ça fait de nous des ramollis. Les petites mamies de mon enfance, je dis toujours ça, elles n'avaient pas de bas en hiver, elles n'avaient pas de collants, elles étaient en jupe, et elles montaient sur leur vélo, leur vieux clou de 25 kilos avec une cagette de 10 kilos de patates dessus. Elles avaient leur petit fichu. Ah oui, on se fout de leur gueule, mais elles avaient une force que peut-être toi tu n'as pas, et que tu n'as jamais eue. Une force morale, une endurance et une force physique. Même avec leur corps déformé, et encore déformé, faudrait voir. Je trouve que on est plus déformé qu'on en a l'air, hein. Et les soi-disant sportifs et même les jeunes gens, si tu regardes la dynamique de leurs mouvements quand ils marchent, quand ils s'asseyent, y a de quoi s'inquiéter. Nos corps sont avachis. Et pas parce qu'ils manquent seulement de tonus, parce qu'ils sont hyper crispés à des endroits où ils ne devraient pas l'être. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Et on nous dit que maintenant c'est mieux. Dormez, je le veux. Tu n'as aucun souvenir? Toi qui as au moins 40, 50, 60 ans, tu n'as aucun souvenir d'autre chose que ça? Tu crois vraiment que maintenant c'est mieux? S'il te plaît, essaye de te souvenir. Essaye de te souvenir d'autre chose, parce que ta mémoire s'efface au fur et à mesure que le temps passe. On réécrit ta propre mémoire avec des injonctions de penser que maintenant c'est mieux. Maintenant on a Internet, on a le téléphone portable. Ouais, bien sûr. Pour qui c'est mieux? Pour le mental inquiet, mais pour ton corps, pour ta vie sociale, pour la douceur de vivre que nous avons connue. Est-ce que c'est vraiment mieux? Pense-y, on réécrit constamment ta mémoire avec un présent falsifié. Pense-y, s'il te plaît. Même si tu es jeune, essaye de te souvenir de choses qui ont été, même dans ton enfance, même si ton enfance n'est pas loin. Essaye de te souvenir de choses dont tu te souviens toi et qui ne collent pas avec ce qu'on te dit qu'il s'est passé dans les 10 ou 20 dernières années. Même si tu as 20 ans, tu peux te souvenir de quelque chose qui n'est qu'à toi, quelque chose qui a disparu et dont on ne parle pas, ou bien dont on te dit que c'est bien ce qui a remplacé cette chose-là, qu'avant c'était pas bien. Essaye de te souvenir. Essayons de nous souvenir, pas pour retrouver le passé, mais pour retrouver le sens, pour retrouver qui nous sommes, pour retrouver ce que nous voulons vraiment. Non, mon but n'est pas de retourner à la bougie. D'ailleurs, je n'y suis pas retournée parce que quand j'étais petite, on ne vivait pas à la bougie. J'y suis allée. Je me suis dépouillée de choses qui n'avaient pas de sens pour moi, pour retrouver le contact des vraies choses. Quand je lave mon linge, je lave mon linge. Je ne confie pas à une intelligence artificielle le soin de le faire. J'exagère? La machine à laver n'est pas une intelligence artificielle? En tout cas, elle n'est pas faite de mes mains. Elle n'est pas faite de mon intention. Et moi, je rends hommage à ma grand-mère, qui lavait les draps. Je vous raconterai un jour comment. J'ai vu faire tout ça, et ça m'a plu. J'ai aimé ma grand-mère pour ses mains intelligentes, ses mains noueuses, ses mains avec les veines saillantes, avec les articulations assez proéminentes. Non, pas vraiment, mais en tout cas ses doigts tout noueux comme des branches de vieil arbre. Je l'ai aimé de passion. J'ai aimé ses mains de passion. Dans ses mains, il y avait la vie. Il y avait toute la beauté du monde. Quand je fais la lessive à la main, je vois les mains de ma grand-mère. Je vois ce qui nous a été transmis. Par l'amour du cœur, je ne vois rien d'autre. Je ne vois pas l'effort. Je ne sens pas l'effort. Je vois la beauté.